29 octobre 1929, le mardi noir, 14 milliards de dollars sont effacés du marché boursier américain en une seule journée. Lorsque la poussière est retombée, 30 milliards de dollars s'étaient volatilisés, l'équivalent de près de 500 milliards de dollars d'aujourd'hui. Les files d'attente pour les soupes populaires s'étiraient sur des pâtés de maisons entiers. Les taux de suicide ont grimpé en flèche. Des familles ont perdu tout ce qu'elles avaient construit au fil des décennies. C'est l'histoire que tout le monde connaît. Voici ce qu'on ne vous enseigne pas. Pendant que le marché s'effondrait, une poignée d'hommes gagnait le plus d'argent de leur vie, pas par accident, mais à dessein. La croyance populaire veut que le krach de 1929 ait été une tragédie qui a frappé tout le monde de manière égale, une défaillance systémique, une tempête que personne n'a vue venir. C'est un mensonge. Certains hommes n'ont pas seulement survécu au krach, ils en ont créé les conditions, se sont positionnés pour en tirer profit, et s'en sont sortis plus riches qu'ils ne l'avaient jamais été. Le plus troublant, plusieurs d'entre eux étaient ces mêmes hommes en qui le public avait confiance pour le protéger. Commençons par une histoire si effrontée, d'une corruption si flagrante, qu'il a fallu 2 ans au Congrès pour croire qu'elle était réelle. Son nom était Albert Wiggin, à la tête de la Chase National Bank, la plus grande banque des États-Unis, en 1929. Respecté, décoré, l'une des figures financières les plus puissantes de Wall Street. Les actionnaires lui confiaient leur argent, les déposants lui confiaient leurs économies. Le public lui faisait confiance pour agir dans l'intérêt de l'institution qu'il dirigeait. Entre 1929 et 1932, Albert Wiggin a secrètement vendu à découvert 42 000 actions de sa propre banque. La vente à découvert pour les non-initiés est un pari sur la baisse d'une action. Vous empruntez des actions, vous les vendez au prix fort actuel, vous attendez que le prix s'effondre, vous les rachetez au prix inférieur et vous empochez la différence. Plus la chute de l'action est catastrophique, plus vous gagnez. Wiggin n'a pas seulement parié que l'action de sa banque allait chuter, il savait pertinemment qu'elle allait chuter. C'était lui qui dirigeait l'institution. Il connaissait le bilan, il connaissait l'exposition au risque. Il a regardé l'effet de levier s'accumuler à travers le système financier. Et au lieu de tirer la sonnette d'alarme, il a placé son pari. Lorsque l'action de la Chase National s'est effondrée pendant le krach, Wiggin a empoché environ 4 millions de dollars de bénéfices, soit à peu près 72 millions de dollars en monnaie d'aujourd'hui. Sa propre banque, ses propres actionnaires, ses propres déposants. Il a parié contre eux tous, a récolté les gains. Et ensuite, c'est la partie qui défie vraiment l'entendement. Il s'est vu accorder une pension de 100 000 dollars par an lors de son départ à la retraite. Il a fallu une enquête du Sénat, la commission Pecora de 1932, pour traîner cela au grand jour. Ferdinand Pecora, un immigré sicilien devenu procureur à New York, a cuisiné Wiggin devant le Congrès. Wiggin était resté assis là, calme et a tout avoué. Il n'y avait aucune loi existante contre cela. Aucune. Un président de banque pouvait légalement vendre à découvert les actions de sa propre banque tout en gérant son effondrement. Pecora a qualifié cela de la chose la plus répréhensible qu'il ait jamais vue. Wiggin a fini par renoncer à sa pension suite à l'indignation publique, mais il a gardé les 4 millions de dollars. Ce n'était pas une anomalie, c'était la culture. Et Wiggin est en fait l'un des plus petits poissons. Si Albert Wiggin représente la corruption institutionnelle silencieuse, alors Jesse Livermore représente quelque chose de bien plus théâtral. Il était le plus grand spéculateur de l'histoire américaine. Et en 1929, il a gagné environ 100 millions de dollars en une seule année, l'équivalent d'1,8 milliard de dollars aujourd'hui, en orchestrant l'une des opérations de vente à découvert les plus sophistiquées jamais exécutées. Livermore observait le marché depuis des années. Il avait compris quelque chose que presque personne d'autre ne saisissait à l'époque. Le marché haussier des années 1920 était presque entièrement construit sur de l'argent emprunté. Les courtiers permettaient aux clients d'acheter des actions avec une marge de 10%. Cela signifie que pour chaque dollar qu'une personne possédait réellement, elle pouvait en emprunter 9 autres et acheter pour 10 dollars d'actions. Tant que les prix continuaient de grimper, le système fonctionnait. Dès l'instant où les prix commençaient à chuter, les appels de marge s'enchaîneraient en cascade. Les courtiers exigeant le remboursement, les investisseurs contraints de vendre à n'importe quel prix, les ventes poussant les prix vers le bas, déclenchant davantage d'appels de marge, davantage de ventes forcées, une spirale sans fond. Livermore n'a pas causé cette fragilité, mais il l'a identifiée plutôt que presque n'importe qui.
Il a construit sa position en conséquence. À partir du début de 1929, il a commencé à accumuler des positions courtes, discrètement, méthodiquement, via de multiples comptes chez différents courtiers, pour éviter d'être détecté. Il a engagé des agents pour exécuter des transactions en son nom afin que son nom n'apparaisse pas. Ce n'était pas du trading, c'était une campagne militaire. Il avait également compris quelque chose sur la psychologie qui ferait pleurer d'admiration un économiste comportemental moderne. Tant que le public croyait que le marché continuerait de monter, il continuerait de monter. La confiance était la seule chose qui maintenait la structure en place. Alors, Livermore a attendu. Il n'a pas forcé les choses. Il a laissé la propre pression interne du marché s'accumuler jusqu'à ce que le poids devienne insoutenable. Lorsque la cassure s'est produite en octobre 1929, Livermore était prête. Il n'a pas été pris au dépourvu comme les banques, les sociétés de courtage et les milliers d'investisseurs amateurs qui avaient emprunté tout ce qu'ils possédaient pour participer à cette frénésie. Il était positionné de l'autre côté de chaque vendeur paniqué. À la fin du mardi noir, Livermore avait empoché plus d'argent en une seule journée que la plupart des hommes n'en gagnaient en toute une vie. Sa femme, ignorant l'ampleur de ce que son mari avait fait, lui aurait demandé s'ils avaient tout perdu lorsqu'elle a appris la nouvelle du krach. Il lui a répondu que non. Il n'a pas eu le courage de lui dire la vérité, à savoir que les gros titres hurlant à la ruine nationale signifiaient que leur famille venait de devenir extraordinairement riche. L'histoire ne se termine pas bien pour Livermore personnellement. Il a été brisé par des transactions ultérieures, par une vie personnelle chaotique et par le tribut psychologique d'avoir fait et perdu des fortunes à de multiples reprises. Il s'est suicidé en 1940, à nouveau presque ruiné. Mais en 1929, il se tenait seul au sommet du monde financier. Ayant correctement anticipé le plus grand effondrement boursier de l'histoire américaine et en ayant tiré profit à une échelle presque incompréhensible. Voici la question qui devrait vous tarauder. Si Livermore a pu voir venir le krach assez clairement pour parier 100 millions de dollars dessus, qui d'autre le savait? Le krach de 1929 n'est pas sorti de nulle part. Les années qui l'ont précédé ont été une leçon magistrale de manipulation délibérée du marché. Et les hommes qui dirigeaient ces opérations n'étaient pas des criminels marginaux. C'était une des figures respectées de Wall Street, opérant en toute connaissance de cause des grandes banques et sociétés de courtage. On les appelait les opérateurs de pool, syndicats boursiers, et comprendre comment ils fonctionnaient explique pourquoi le krach n'était pas seulement un effondrement. C'était une démolition contrôlée, suivie d'une récolte de précision. Voici comment fonctionnait un pool. Numéro 1, un groupe de riches investisseurs mettait discrètement ses capitaux en commun. Nous parlons de syndicats de 10, 20, parfois 30 individus, avec des trésors de guerre combinés pouvant atteindre des dizaines de millions de dollars. Numéro 2, ils sélectionnaient une action cible, généralement une entreprise avec une véritable activité, mais un volume de transactions suffisamment faible pour que des achats coordonnés puissent faire bouger le prix. Numéro 3, ils commençaient à acheter des actions discrètement, accumulant une position importante sans attirer l'attention. Numéro 4, ils engageaient ce qu'on appelait des donneurs de tuyaux, des journalistes payés, des personnalités de la radio et des rédacteurs de lettres d'information financière qui publiaient des commentaires haletants sur l'action. Les initiés font le plein. Celle-ci va exploser. La machine de l'enthousiasme préfabriquée. Numéro 5. Alors que les investisseurs particuliers pour courir après la hausse des prix, les opérateurs du pool vendaient leurs actions dans la frénésie d'achat au sommet gonflé. Ensuite, ils se retiraient. Les investisseurs particuliers qui avaient acheté au plus haut se retrouvaient avec des actions qui n'avaient aucune raison organique de s'échanger à ce niveau. Lorsque les achats se sont arrêtés, le prix s'est effondré pour retomber sur terre. Les opérateurs du pool avaient extrait l'argent des investisseurs ordinaires aussi proprement qu'en faisant les poches. Entre 1927 et 1929, ce processus se produisait simultanément sur des dizaines d'actions. Radio Corporation of America, Montgomery Ward, General Motors, la Sinclair Consolidated Oil Corporation. Le marché ne montait pas parce que l'économie américaine s'était fondamentalement transformée. Il montait parce que des syndicats, organisés de riches initiés, passaient d'une action à l'autre, gonflant les prix, se déchargeant sur le public et passant à la suivante. Un nom qui refait surface à plusieurs reprises au cours de cette période est celui de Joseph Kennedy, le patriarche de la dynastie Kennedy. Kennedy a participé à des pools dans les années 1920
et connaissait parfaitement les mécanismes de la manipulation du marché. Fait crucial, il a commencé à liquider ses portefeuilles d'actions bien avant le krach, convertissant sa richesse de papier en actifs réels, en immobilier, en liquidité, en matières premières tangibles. Lorsque le marché s'est effondré, Kennedy en était déjà sorti. Franklin Roosevelt a par la suite nommé Kennedy comme premier président de la Securities and Exchange Commission (SEC) en 1934, estimant qu'il faut un voleur pour attraper un voleur. Kennedy ne se repentait pas de son passé. Il comprenait peut-être mieux que quiconque dans la nouvelle administration exactement comment la manipulation avait fonctionné parce qu'il l'avait pratiquée. La commission Pecora a finalement documenté des opérations de pool impliquant certains des noms les plus puissants de la finance américaine. Charles Mitchell à la tête de la National City Bank, Percy Rockefeller, Thomas Lamont de JP Morgan. Les preuves ont montré un establishment financier qui avait passé des années à traiter le marché boursier comme un mécanisme d'extraction privée, récoltant les économies des Américains ordinaires qui croyaient participer à la véritable richesse d'une économie en croissance. Il y a une créature spécifique des années 1920 qui mérite son propre examen, le fonds de placement. Car l'histoire des fonds de placement en 1929 vous apprend quelque chose de féroce sur la façon dont la richesse est transférée lors d'un effondrement, et qui se trouve de quel côté de la transaction. Un fonds de placement, en théorie, était simple. Une société était créée dont le seul but était de détenir des actions d'autres sociétés. Les investisseurs ordinaires pouvaient acheter des actions du fonds, obtenir une exposition diversifiée au marché boursier sans avoir à choisir eux-mêmes des actions individuelles. Cela semblait démocratique. Cela semblait prudent. Goldman Sachs dirigeait l'un des plus célèbres, la Goldman Sachs Trading Corporation, lancée en décembre 1928. En l'espace de quelques mois, Goldman a lancé un autre fonds, la Shenandoah Corporation. Shenandoah en a ensuite lancé encore un autre, la Blue Ridge Corporation. Chaque nouveau fonds achetait des actions du fonds précédent. L'effet de levier se multipliait à chaque niveau. Voici ce que cela signifiait dans la pratique. Si les actions sous-jacentes chutaient de 50%, le fonds de la couche supérieure pouvait perdre 80%, 90%, voire 100% de sa valeur, car l'effet de levier emprunté amplifiait chaque mouvement à la baisse. La structure était mathématiquement garantie d'anéantir les investisseurs particuliers en cas de ralentissement. Goldman a vendu ses fonds de manière agressive au public au sommet du marché. Les investisseurs ordinaires ont acheté faisant confiance au nom de Goldman Sachs, faisant confiance à la logique de la diversification, faisant confiance au prestige de la gestion professionnelle. Lorsque le krach est survenu, les fonds ne sont pas tombés, ils se sont vaporisés. Blue Ridge a chuté de 24 $ par action à moins de 2 $. La Goldman Sachs Trading Corporation est passée de 326 $ par action en 1929 à 1,75 $ par action en 1932. Une perte de 99,5%. Les propres partenaires de Goldman, qui avaient très reçu des actions de fondateurs à des prix fortement réduits et avaient été massivement vendues avant l'effondrement, ont largement survécu. Les actionnaires publics, non. L'économiste John Kenneth Galbraith, écrivant sur cette période dans son ouvrage de référence de 1954 sur la Grande Dépression, a noté que la manie des fonds de placement représentait l'un des phénomènes spéculatifs les plus frappants des années 20. Ce qu'il a capturé, c'était la dynamique fondamentale. Les architectes de ces structures les comprenaient, les acheteurs non. Cette asymétrie d'information était le mécanisme par lequel la richesse passait d'un groupe à l'autre. Les vendeurs à découvert, les opérateurs de pool et les présidents de banques corrompus retiennent la majeure partie de l'attention historique. Mais il y a une classe de gagnants plus discrète et moins dramatique du krach de 1929. Et en termes d'accumulation de richesses à long terme, il pourrait bien être le groupe le plus important de tous. C'était les acheteurs. Après le krach, les actifs n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de main. Les usines étaient toujours debout. Les terres agricoles étaient toujours fertiles. Les bâtiments étaient toujours physiquement présents. La différence était que les personnes qui les possédaient avant le krach étaient désormais endettées, confrontées à des appels de marge luttant contre les saisies, désespérées d'obtenir la moindre somme d'argent. Cela a créé les conditions de l'un des plus grands transferts de richesses réelles à prix bradé de l'histoire américaine. Considérez ce qui est arrivé à l'immobilier commercial à New York entre 1929 et 1933.
La valeur des propriétés s'est effondrée de 50% ou plus dans de nombreux quartiers. Pour quelqu'un disposant de liquidités, de capital liquide réel, et non de papier à effet de levier, ce n'était pas une catastrophe, c'était une invitation. La famille Rockefeller, déjà riche au-delà de l'imaginable, a profité des années de dépression pour commencer la construction du Rockefeller Center. Le timing était délibéré. Les coûts des terrains et de la construction étaient à leur plus bas niveau depuis une génération. Les travailleurs étaient désespérés de trouver un emploi à n'importe quel salaire. Les matières premières étaient bon marché. En construisant pendant la dépression, ils ont verrouillé des coûts qui auraient été impossibles pendant les années de boom. Lorsque la prospérité était finalement revenue, ils détenaient des actifs acquis au prix de l'ère de la dépression. Ce schéma s'est répété dans tous les secteurs. Les entreprises qui s'étaient surendettées pendant le boom ont fait faillite et ont été rachetées à une fraction de leur coût de remplacement par des acquéreurs disposant de réserves de liquidités. La consolidation de l'industrie américaine au cours des années 1930, souvent racontée comme une douloureuse restructuration économique, a été en grande partie un processus de transfert de propriété des surendettés et des désespérés vers les liquides et les patients. La décision de la Réserve fédérale de contracter la masse monétaire pendant le krach, une décision que Milton Friedman et Anna Schwartz ont par la suite identifiée comme une erreur politique catastrophique dans leur analyse fondatrice de la période, a eu pour effet pratique de rendre l'argent liquide extraordinairement rare et donc extraordinairement puissant. Chaque dollar a pris plus de valeur en termes réels à mesure que les prix chutaient. Quiconque possédait des dollars et les conservait s'enrichissait, par défaut, par rapport à la valeur effondrée de tout ce qui l'entourait. Bernard Baruch, le financier et conseiller présidentiel, a déclaré plus tard qu'il avait simplement vendu ses actions avant le krach parce qu'il avait remarqué que son cireur de chaussures lui donnait des conseils boursiers. Quand les cireurs de chaussures sont tous sur le marché, l'argent intelligent en sort. Il a converti ses avoirs en liquidités et en bons du trésor, les a conservés pendant l'effondrement et s'en est sorti largement intact. Le krach n'a pas détruit la richesse, il l'a redistribuée. Les transferts descendants des petits investisseurs vers les opérateurs de pool, des actionnaires particuliers vers les vendeurs à découvert, se sont produits en un après-midi. Les transferts ascendants des désespérés et des surendettés vers les liquides et les patients se sont produits sur des années. Les deux processus se sont déroulés simultanément. Tous deux étaient, à leur manière, des réponses parfaitement rationnelles aux informations dont disposaient les différents participants au système. Les auditions de la commission Pecora de 1932 et 1933 ont été, à bien des égards, l'enquête financière la plus importante de l'histoire américaine. Ferdinand Pecora, travaillant avec un budget de moins de 20 000 $, a réussi à exposer toute l'architecture de manipulation qui avait construit la bulle des années 1920 et profité de son effondrement. Les témoignages étaient accablants. Charles Mitchell, de la National City Bank, avait vendu ses actions personnelles dans sa propre banque à un membre de sa famille à perte, purement pour générer une déduction fiscale, tout en assurant publiquement aux investisseurs que la banque était solide. Les associés de JP Morgan avaient pour pratique d'offrir des actions lors de nouvelles émissions boursières à des prix réduits, à des alliés politiques, des juges et des responsables gouvernementaux, une forme de corruption légalisée conçue pour cultiver un traitement de faveur. La liste privilégiée des clients de Morgan qui recevaient ces accords de faveur incluait un secrétaire au Trésor en exercice et un ancien président des États-Unis. Ce que Pecora a découvert n'était pas une série de mauvais acteurs individuels, c'était un système. Un système dans lequel les personnes gérant l'argent public opéraient sur l'hypothèse fondamentale que leurs intérêts personnels étaient prioritaires, que l'asymétrie d'information était une ressource à exploiter, et que le cadre réglementaire était trop mince et trop captif pour les arrêter. Les lois, issues des auditions de Pecora, le Glass-Steagall Act, le Securities Act de 1933, le Securities Exchange Act de 1934 et la création de la SEC, représentaient une tentative directe de combler les failles qui avaient permis aux gagnants des krachs d'opérer. Pendant des décennies, elles ont fonctionné raisonnablement bien, mais il y a ici une leçon que les livres d'histoire minimisent constamment. Les hommes qui ont profité du krach de 1929 n'opéraient pas en dehors du système. Ils étaient le système. La manipulation, les délits d'initiés, les structures de fiducie à effet de levier, la vente à découvert de sa propre institution, rien de tout cela n'était illégal à l'époque. Les lois n'avaient pas encore été écrites, car les personnes qui les auraient rédigées étaient les mêmes qui profitaient de leur absence.
Le schéma qui ne cesse de se répéter. Jesse Livermore a gagné 100 millions de dollars en vendant à découvert lors du crack. Albert Wiggin a gagné 4 millions de dollars en vendant à découvert sa propre banque. Joseph Kennedy a liquidé ses positions avant l'effondrement et a passé la dépression à acquérir des actifs. Goldman Sachs a structuré des produits d'investissement qui ont enrichi ses propres associés tout en détruisant les investisseurs particuliers. Les opérateurs de poules boursiers ont extrait des centaines de millions de dollars aux Américains ordinaires grâce à des manipulations coordonnées, puis sont passés à autre chose avant que la musique ne s'arrête. Le krach de 1929 n'était pas une catastrophe naturelle, c'était un environnement contrôlé qui récompensait des types spécifiques de connaissances, des types spécifiques de positionnement et des types spécifiques de manque de scrupules. Ce qui sépare les gagnants des perdants en 1929, ce n'est ni le talent, ni le travail acharné, ni la vertu. C'est l'information, la liquidité et la volonté de parier contre l'optimisme collectif du public crédule. L'investisseur américain moyen en 1929 croyait participer à une véritable révolution économique. Les années folles avaient créé une véritable prospérité. La production industrielle s'était véritablement développée. Il y avait de vraies entreprises avec de vrais revenus. L'erreur n'était pas de croire en l'économie. L'erreur a été de confondre la croissance authentique de l'économie sous-jacente avec l'inflation artificielle des cours boursiers par l'effet de levier et la manipulation. Au moment où la plupart des investisseurs ont pu faire la distinction entre les deux, les opérateurs de poules boursiers étaient déjà de l'autre côté de leurs transactions. Chaque crise financière majeure produit sa propre classe de gagnants. Non pas parce que les gagnants sont plus intelligents, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce qu'un système fondé sur la symétrie d'information, où certains participants en savent plus que d'autres, où certains participants sont plus proches de la source de capital que d'autres, où certains participants écrivent les règles qui régissent tous les autres, transférera toujours la richesse dans une seule direction lors d'une crise. Et cette direction n'est pas vers les personnes qui lui ont fait le plus confiance. Le krach de 1929 n'a pas commencé en octobre. Il a été assemblé pièce par pièce sur une décennie par des hommes qui comprenaient exactement ce qu'ils construisaient et exactement qui paierait pour cela lorsque tout s'effondrerait. Les noms changent, le mécanisme ne change pas. Si cette histoire a changé votre façon de voir les structures financières de notre monde, merci de vous abonner et d'aimer la vidéo. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Investissez dans vos connaissances. Le prochain coffre au secret s'ouvrira bientôt.